Grand angle consacré à ce qui est sans doute la plus longue injustice de l'histoire humaine. Depuis le néolithique tardif, les femmes ont été réduites à des objets. C'est en tout cas le constat de Raphaël Liogier. Le sociologue et philosophe est notre invité. Bonsoir Raphaël Liogier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu. Votre nouveau livre a pour titre « Descente au cœur du mal », M.A. accent circonflexe. LE édition Les liens qui libèrent. Alors, c'est plutôt rare pour un sociologue et vous connaissant, à l'origine de votre livre, il y a une réflexion plutôt personnelle, disons-le. La dissonance, dites-vous, entre ce que vous avez vu sur le fil Twitter, avec notamment le hashtag MeToo, moi aussi, avec le hashtag Balance ton porc, et ce que vous lisiez dans les médias, et puis votre propre virilité, dites-vous, c'est-à-dire c'est-à-dire que, si vous voulez, je me suis rendu compte dès octobre-novembre qu'il y avait un certain nombre de débats aussi bien aux États-Unis qu'en France, qui prenaient le devant de la scène et qu'il ne s'agissait en gros pas de ce qu'on lit sur le fil Twitter. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on va avoir, il faudrait une sorte de réarmement, presque on va dire un réarmement moral, plus de ségrégation de femmes, judiciariser les comportements, contractualiser. En France, ça sera, on va trop loin, on ne va plus pouvoir flirter, draguer, se comporter comme on veut, etc. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce qui se passe. C'est une révolution qui est d'une très très grande profondeur et qui n'a rien à voir avec ça. Et quand je disais que c'était, je dis au début du livre que la réflexion elle s'établit aussi sur mon propre trouble, sur ce qu'est la virilité. Oui, c'est la réalité. Je crois qu'aujourd'hui, aucun homme ne peut se départir de sa responsabilité. J'ai pas dit de sa culpabilité. On peut ne pas être harceleur, ne pas être violeur, et en même temps se sentir responsable de ce regard qui est général dans la société sur le corps des femmes. D'autant plus, dites-vous, Raphaël Liogier, quand on est un homme européen, citadin, occidental, nanti, blanc, hétérosexuel, et donc a priori non discriminé. Oui, bah oui, évidemment. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à se dire, j'aurais tendance à... Voilà. La réalité des choses, c'est que je me suis dit, est-ce que je suis légitime pour parler de ça? Est-ce que je suis légitime pour parler des femmes? Est-ce que je suis légitime pour parler d'une minorité qui était la minorité, je veux dire, la plus oppressée de l'histoire de l'humanité, puisque c'est depuis le néolithique, en temps, c'est vraiment le temps, c'est plus que le temps long, c'est le temps archi long, c'est le temps presque préhistorique. Et à la réflexion, je me suis dit que je ne m'adressais pas finalement aux femmes et à ce que sont les femmes en tant que telles. Moi, je serais bien incapable de parler de ce que sont les femmes en tant que telles, ça serait bien présomptueux. En revanche, je peux parler du regard des hommes sur les femmes et sur le corps des femmes en particulier. Je peux en parler parce que je l'ai étudié professionnellement, si je puis dire, en tant qu'anthropologue. Et puis je peux en parler aussi parce que je suis un homme et puis que je sais aussi comment la structure même de mon désir s'est construite, ce qui a été transmis, enfin on le sait tous quand on est un homme. Et je crois qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie dans les débats depuis octobre, novembre, décembre, janvier, février, parce que il y a une vraie responsabilité de ces femmes qui s'expriment sur Twitter. Il y a même une modération. C'est pas du tout une recherche de vengeance, une chasse à l'homme. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous le dites, les noms célèbres, c'est 0,1%. Mais sur des milliers, sur 5 millions de témoignages, on a peut-être même peut-être un peu moins que 0,1%. C'est-à-dire, c'est pas du tout ça l'objet. Effectivement, il y a des gens célèbres qui ont été dénoncés, mais quand on prend la peine de lire le fil Twitter, on se rend compte qu'il y a une vraie conscience et une volonté de changer les choses pour l'intérêt collectif et pas un désir de vengeance personnelle. Alors on va revenir sur le concept de révolution puisque vous avez prononcé le mot. On va revenir aussi sur cette question centrale selon vous. Comment les hommes voient-ils la femme, son corps, son existence? Mais d'abord peut-être un rappel historique. On n'est pas à l'échelle des siècles mais des millénaires. 2000, 3000 ans avant Jésus-Christ. On est au néolithique tardif, dites-vous. Comment était représentée la femme au fil des millénaires? Mais je crois les femmes, même au Paléolithique, étaient déjà exclues des travaux, du travail noble, par exemple de la chasse et de toutes ces choses-là. Elles étaient déjà confinées à la sphère domestique, plus ou moins confinées à la sphère domestique. Mais à partir du néolithique, la reproduction. Voilà. Mais à partir du néolithique, elles font elles-mêmes partie de la domesticité, c'est-à-dire qu'elles deviennent un objet
qui est source de prestige lorsqu'on la possède. Et c'est pour ça que c'est à partir de là que on va parler même dans le rapport sexuel lui-même, c'est posséder une femme, ça va devenir synonyme. C'est ce que j'appelle le capitalisme sexuel. Donc ça va être prestigieux. Donc c'est comme on gagne quelque chose dans un rapport sexuel quand on est un homme, quand on est une femme, on cède quelque chose. Exactement. Et donc, vous voyez, c'est vraiment une forme de capitalisme, c'est-à-dire dans l'idée d'accumulation. D'où comment dire, la valorisation de la virginité, puisque c'est un objet, il faut que l'objet soit plus neuf. Donc la garantie qu'il est plus neuf, donc plus valorisé, c'est la virginité. Et puis d'où les formes même de jalousie ou de contraintes que les hommes imposent aux femmes de coucher avec le moins d'hommes possible, ou leur reprochant d'avoir couché avec d'autres hommes avant, alors que en sens inverse, l'homme au contraire valide, certifie sa virilité en ayant couché avec plus d'hommes. Et ça, c'est universel, c'est transculturel? Comment? C'est universel, c'est transculturel? Alors ça, c'est vraiment universel. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est complètement universel et qui suppose que j'appelle l'excision morale, qui est un processus universel. L'excision, c'est quoi? L'excision, c'est lorsqu'elle est physique, et certaines tribus, certains peuples, certaines sociétés la pratiquent, c'est le fait de nier la jouissance, au sens plus physique du terme, des femmes. On peut se demander pourquoi. Parce que si on empêche les femmes de jouir physiquement, là même au sens de l'orgasme, c'est dans la continuité de leur... Ça consiste à leur empêcher de jouir du monde en général, et donc de jouir au sens civil du droit de propriété. Parce que si elles sont elles-mêmes une propriété, elles ne peuvent pas être propriétaires. Et donc, l'excision morale, c'est lorsque, même si on ne les a pas excisées au sens physique, on essaye de nier l'idée qu'elles peuvent, elles, jouir du monde, jouir de leur corps. Ça, c'est revenu dans le débat depuis la libération de la parole aujourd'hui. Donc, et vous l'abordez dans votre livre, il faut qu'on tende vers une égalité, y compris sexuelle. Alors, le plaisir doit être partagé. Exactement. Et je crois que on en parle peu en réalité, parce qu'on a parlé des droits. Oui, exactement. Même aujourd'hui, c'est tabou. Alors que c'est le cœur de ce qui est demandé. C'est pas une limitation de la liberté sexuelle, comme on pourrait le penser quand on écoute certains Américains. C'est pas ça qui est demandé. C'est vraiment une égalité au niveau même, de la souveraineté des femmes sur leur propre corps, qui est la première liberté. Si on ne leur reconnaît pas celle-là, ça ne sert à rien de leur reconnaître le reste. Alors justement, on allait vous dire, révolution, dites-vous, il y a effectivement les agressions sexuelles et le harcèlement dans les transports, il y a la culture du viol, il y a le viol aussi caractérisé, on est bien d'accord. Et vous dites qu'à côté de ça, il va y avoir les inégalités salariales ou autres. En quoi les inégalités de salaire, à compétences égales, en quoi le fait que les femmes continuent à discriminer, c'est en fait, on a envie de dire, le continuum naturel de ces agressions physiques et sexuelles? Alors, moi je crois que la modernité, le principe de la modernité depuis le XVIIIe siècle, c'est d'avoir fait la promesse encore non tenue globalement, à tous les hommes d'une égalité, quelle que soit une égalité en droit, en tout cas, quel que soit leur revenu, leur provenance raciale, ethnique, culturelle, sexuelle, etc. Et les femmes ont immédiatement été exclues, elles ont dû se battre. Et elles ont dû se battre, on pourrait dire, comme dans un cercle, comme dans une spirale, par cercle concentrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a commencé par ce qui était le plus extérieur, l'égalité en droit. Elles ne l'ont pas obtenu tout de suite. Elles n'avaient pas le droit de vote. Il a fallu plus d'un siècle pour qu'elles obtiennent le droit de vote. Il a fallu 2 siècles pour qu'on arrive à l'égalité en droit, en tout cas dans les grandes sociétés démocratiques. À chaque révolution, d'ailleurs, la question de la place de la femme se pose. Exactement. Fin du XXe siècle, pour qu'on reconnaisse le viol au sens juridique, le viol entre époux en France, en droit civil français. Bon, c'est début des années 90, c'est quand même 1990. Donc, on l'a obtenu aujourd'hui, l'égalité en droit, elle existe. Ensuite, un peu plus intérieure à la spirale, l'égalité économique, c'est-à-dire appliquer ce droit, en fait, le rendre effectif. Et là, on est encore en train de se battre, les femmes sont encore en train de se battre. Sauf que on n'avait pas encore touché, mais alors du tout, le cœur du problème, ce qu'il y a au milieu de la spirale. Parce que ce qu'il y a au milieu de la spirale, c'est la souveraineté sur le corps, l'égalité du corps, comment les hommes voient le corps des femmes. S'ils continuent à voir le corps des femmes comme un corps dont qu'elles ne possèdent pas vraiment elles-mêmes, dont qu'elles ne sont pas souveraines sur leur propre corps, eh bien, les autres égalités, l'égalité économique, professionnelle, etc., et l'autre égalité, l'égalité en droit, restent fragiles. Et pour vous, la révolution, elle est précisément ici, c'est que l'histoire des relations hommes-femmes, historiquement, elle est régie essentiellement d'un point de vue masculin. Là, la libération des femmes, c'est un tournant révolutionnaire? Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les femmes visent le problème central
de leur inégalité, du point de vue de la base de cette inégalité, la base sur laquelle est fondée cette inégalité, c'est-à-dire le rapport au corps, le regard qu'ont les hommes sur leur corps, ce que j'appelle ce capitalisme sexuel depuis le néolithique, c'est-à-dire l'idée qu'on se valorise en possédant le corps d'une femme, et c'est ça Weinstein. Weinstein, c'est très exactement un individu qui jouit de son pouvoir à travers le corps d'une femme. Il l'accueille dans sa suite. Il veut que cette femme sache, que ces femmes sachent pourquoi elles sont là. Donc il veut qu'elles se soumettent et il jouit de cette soumission elle-même. Et le problème, le cœur du problème, il est là. Donc c'est exactement ce problème qu'elles entendent soulever aujourd'hui. Et du coup, comme c'est douloureux, parce que c'est vraiment le cœur du problème, c'est le cœur du problème du mal, c'est le centre de ce problème, on parle d'autre chose. On nous dit on va plus pouvoir flirter, alors que c'est pas du tout vrai. Le flirt, c'est l'amour du consentement, c'est l'art du consentement. C'est très exactement le contraire du viol. Un jeu d'égal à égal. Exactement. Justement, la réciprocité, la libération de la parole de l'homme, on l'attend toujours, même si vous écrivez aujourd'hui ce livre. Justement, est-ce que les hommes ne craignent pas, alors que peut-être ils auraient à y gagner, ne craignent pas justement une remise en cause de ce système qui leur est favorable? Je vais vous dire, pour le dire vite, et c'est peut-être l'apport théorique du livre dans un sens, c'est que les hommes sont littéralement poursuivis par une sorte de complexe d'impuissance, de sentiment d'impuissance face à depuis le néolithique aussi, même un peu avant, face à la puissance reproductrice des femmes, alors le fantasme qu'ils ont par rapport à leur capacité de jouissance. Quand on pense que le mot même d'impuissance, qui devrait se référer aux politiques, à l'impuissance en général, c'est l'angoisse qu'ont les hommes de ne pas avoir une érection devant un corps de femme, on peut se poser la question de la source de cette inégalité, c'est-à-dire que les hommes ont tout fait pour que les femmes ne puissent pas entrer dans la compétition sociale, économique, politique. Quand on fait tout pour refuser la compétition, c'est quelque part, on se sent soi-même complexé. Et acculé. Et donc aujourd'hui, je crois que les hommes se sentent mis à nu, en quelque sorte, mis à nu dans leur impuissance, dans leur sentiment d'impuissance. Alors il risque d'y avoir une réaction violente, ce qu'il faudrait éviter. Donc il faudrait rééduquer, pour ainsi dire, le regard des hommes dès la cour de l'école. Merci beaucoup Raphaël Liogier pour cet éclairage. Descente au cœur du mal, les liens qui libèrent. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.